This is Merci. On a les anciens membres et les députés en exercice. Comme vous le savez, il y avait une discussion en Italie. On envisageait l'abolition du Sénat et on a une situation assez bizarre. Il y a des sénateurs à vie en Italie. Et parmi ces sénateurs à vie, on a Mario Monti. Et lorsqu'on a envisagé d'abolir le Sénat, il m'avait dit qu'il serait possible qu'à l'avenir, je serai ancien sénateur à vie. okay. Thank you so much, Heidi, for your excellent presentation. And now we have the chance. Merci Heidi pour cette excellente présentation et nous aurons l'occasion d'aborder ces questions, nous l'espérons. Bon, je vais inviter les députés à s'exprimer en premier lieu. On m'a critiqué d'avoir cédé la parole à un non-ancien député avant de céder la parole à un ancien député. Donc, désolé, je tente de faire avancer un peu les choses. Donc, je demanderai aux futurs députés qui sont assis tout au fond de la salle d'attendre et nous allons céder la parole aux anciens députés qui souhaitent prendre la parole. Pat Cox. Oui, merci. Très brièvement, une remarque. À la fin de votre intervention, Heidi, vous avez parlé du défi de la durabilité. Et je pense que c'est le plus grand défi intergénérationnel. Et je voulais reprendre une phrase qui est très bonne, mais qui n'est pas de moi, malheureusement. Nous avons lu les derniers rapports, le GIEC, le WWF, Nations Unies, États-Unis. On y est par euh, le président Trump a dit sa propre administration qui a produit les éléments scientifiques, le Royaume-Uni. Et l'ancien directeur exécutif du WWF avait dit en deux phrases quelque chose de très correct si on ne rejette pas les éléments scientifiques. Nous sommes la première génération, a-t-il dit, à savoir qu'elle détruit la planète et nous sommes la dernière génération à pouvoir réagir. Et je pense que c'est le message principal. Thank you so much. Merci beaucoup, Pat. Monsieur Gemelli. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Merci à la vice-présidente du Parlement européen également. Je pense que nous devons nous poser le problème suivant. Changer le rapport entre les institutions et les citoyens. On a cette relation institution-citoyen qui évolue en permanence. Et les institutions doivent se rapprocher des citoyens. Aujourd'hui, la médiation des gouvernements n'est plus suffisante. Entre l'Union européenne et les citoyens, on a les gouvernements, mais cette médiation est devenue insuffisante parce que les gouvernements peuvent facilement décharger sur l'Union européenne toutes les problématiques qu'ils ne parviennent pas à résoudre. D'un autre côté, il faudrait une plus grande dimension sociale de l'Union européenne en faveur des citoyens européens parce que nous évoluons vers un individualisme croissant au niveau mondial. Les projets de M. Trump, les projets de M. Poutine le démontrent bien. Ce sont des exemples d'individualisme exaspéré et le pouvoir se concentre entre les mains de quelques personnes et ce n'est pas démocratique. Donc, je propose à mon parti, à mon groupe politique, le PPE, de réorganiser les choses et d'organiser 4 conférences en vue de la campagne électorale, une conférence sur les institutions par rapport aux citoyens, une conférence sur la dimension sociale de l'Union européenne, une conférence sur le rôle mondial de l'Union européenne dans le domaine de la paix et une conférence sur la dimension environnementale de l'Union européenne, son rôle environnemental. Tous les autres groupes devraient faire de même pour aborder ces problèmes avec les citoyens. Merci. Grazie, Vitaliano. Merci, Vitaliano Gemelli, Franco Malerba. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Aotala. Nous avons écouté votre intervention, c'était très intéressant. Et en fait,
Quand on se penche sur la situation italienne, on se rend compte qu'il y a deux éléments qui alimentent le sentiment anti-européen qui n'existait pas en Italie. D'ailleurs, l'Italie était un des pays les plus pro-européens historiquement. Mais dernièrement, deux éléments sont apparus et ont mis en question cette attitude historique des Italiens favorable à l'Europe. La crise des migrants, et l'Union européenne semble ne pas être en mesure de trouver une solution à cette crise des migrants. En tout cas, les solutions n'ont pas été entendues. Et puis, on a la crise du chômage. C'est un sujet général. Et je soulignerai ce qu'a dit mon collègue, M. Gemelli. Il est vraiment important de souligner la dimension sociale. Si nous ne le faisons pas, nous nous retrouverons avec des institutions éloignées des citoyens. Et c'est trop facile, c'est d'ouvrir la voie aux arguments démagogiques des personnes qui sont actives sur les nouveaux médias et qui ont un soutien assez large sur la base d'arguments simplistes. D'un autre côté, il y a également de bons arguments dans le domaine de la recherche, dans le domaine scientifique. Et sincèrement, s'il n'y avait pas de programme européen de la recherche, il serait vraiment difficile de maintenir la compétitivité et de continuer de travailler dans l'espace international avec des résultats. Ceux qui travaillent dans le domaine international soutiennent l'identité européenne, soutiennent les valeurs européennes. Mais c'est l'homme de la rue qui ne comprend pas l'intérêt de tout cela et il pense que la valeur de sa maison ou de ses actifs baisse parce que l'ordre ne règne plus. Voilà, on devrait trouver des arguments pour cet homme de la rue. Merci. Merci Franco Malerba. Et après 3 intervenants, vous pourrez réagir, Madame Hautala, c'est ce que je propose. Merci. Merci à Pat Cox qui a cité l'ancien dirigeant du WWF. Nous sommes la dernière génération, la première génération à savoir que la planète est en train d'être détruite et la dernière génération à pouvoir réagir. C'est réalisable, mais il faut vraiment changer la façon dont nous fonctionnons de manière fondamentale. Et j'ai pris l'initiative ici au Parlement européen, un peu en dehors de mes compétences d'ailleurs. J'avais suggéré une structure pour faciliter l'action du Parlement dans le contexte de nouvelles priorités mondiales, à savoir les objectifs de développement durable intégré. C'est un ensemble de priorités tout à fait excellent. Le monde entier s'y engage et cela ne s'applique pas simplement aux pays en développement, ça s'applique à nous aussi. Il s'agit de l'égalité homme-femme, de la bonne gouvernance, de la consommation, de la production durable, etc. Nous tentons de créer une structure légère qui nous permet une approche plus intégrée. Et comme vous, anciens collègues et anciens présidents de Parlement, vous savez à quel point il est difficile de faire coopérer les commissions de manière constructive. Il y a toujours des rivalités. Bon, ce qui est à moi est à moi et je ne le partage pas. Messieurs Giovanni et Malerba, vous avez souligné ce que je pense également, la dimension sociale est essentielle pour que nos citoyens restent concernés par ce projet. Et il s'agit d'être en mesure de relever les défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Et c'est un point clé de cet agenda mondial parce que on a les forces de la mondialisation qui exercent une pression très forte sur les citoyens et qui créent une insécurité, un sentiment d'insécurité. On a l'impression qu'il y a un désordre, comme vous l'avez dit, Monsieur Malherbe. Alors, la valeur de ma maison baisse. Et souvent, ma maison, c'est mon seul bien, dans le fond. Donc, il faut vraiment réagir.
Le président Juncker nous a rappelé l'importance de la dimension sociale. Et voyons comment on pourra appliquer cela dans la réalité. En tout cas, il faudra y travailler d'arrache-pied. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Les intervenants suivants, je vais lire les noms, donc ça vous permettra de savoir si vous êtes dans la liste. Ole Schmidt, Michael McGowan, Martin Buron, and now Manuel. Emmanuel, Jean-Pierre pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Ma question va porter, Madame la Présidente, sur les relations avec les parlements nationaux. Les citoyens aujourd'hui ont deux citoyennetés. Une citoyenneté nationale attachée à leur nationalité, une citoyenneté européenne attachée à la construction européenne et qui est en construction, cette citoyenneté européenne. Ils ont pour cela deux parlements. Le Parlement national pour leur citoyenneté nationale, le Parlement pour la citoyenneté européenne. Quel est votre sentiment sur les relations entre les parlements nationaux et le Parlement européen, puisque, à la base, il y a le même citoyen, sachant que depuis 1979, avant 1979, les liens étaient organiques, puisque les parlements nationaux envoyaient des délégués, les parlementaires européens étaient des délégués des parlements nationaux. Il y avait un lien très étroit. On a instauré cette élection au suffrage universel et d'après l'histoire, ça serait intéressant d'ailleurs de refaire un petit historique là-dessus, pendant une dizaine d'années, il n'y a pas eu de lien entre Parlement européen et Parlements nationaux. Les traités ont obligé à faire des liens organiques. Comment fonctionnent ces liens organiques prévus par les traités? Et comment vous vous sentez dans ces élections et dans cette situation très difficile? Comment nous pourrions joindre les actions politiques des parlements nationaux et européens? Alors, il y a les gouvernements qui rendent compte aux parlements nationaux de l'action européenne, mais pitié, on connaît comment font nos gouvernements et nos chefs d'État. Quand ils sont au Conseil européen, ils sont très européens, et ensuite, quand ils reviennent gouverner leurs États membres, les discours ne sont pas toujours les mêmes. Donc moi, je crois beaucoup aux relations entre parlementaires. Quel est votre sentiment, Madame la Présidente? Thank you very much, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Voici ma proposition. Il y a deux autres intervenants, Inigo et Monsieur Chourinda. Et donc je suggère de mettre un point final à la liste des intervenants. J'inviterai peut-être un des futurs membres, un des futurs députés de la jeune génération à s'exprimer. Mais pour les députés, on a Ole Schmidt, Michael McGowan, Martin Buron, Manuel et Henrik. Je mettrai fin à cette liste. Et parmi les étudiants, s'il y en a un qui souhaite intervenir, je vous y invite. Voilà. Ole Schmidt. Merci, Monsieur le Président. Merci, Heidi. Il est toujours intéressant de t'écouter. Ici et à la Commission européenne, nous tentons de résoudre les problèmes. Nous avons tenté de le faire en 2015, mais en fin de compte, ce sont les États membres qui n'y sont pas parvenus, et de manière spectaculaire d'ailleurs. C'est un échec. Voilà, je me préoccupe, je m'inquiète en fait de la fragmentation de l'Europe. Je viens de Finlande. Je viens de Suède, tu viens de Finlande, et nous partageons pas mal de choses. Des grandes banques dans le nord de l'Europe ont déplacé leur siège de Stockholm à Helsinki récemment. Pourquoi? Parce que la réglementation était meilleure au sein de la zone euro et de l'union bancaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela ne créerait pas d'autres problèmes, des problèmes peut-être plus graves? Parce qu'il y a ceux qui seront à l'intérieur de la zone euro et ceux qui sont à l'extérieur, et la fragmentation irait peut-être jusqu'au budget pour les membres de la zone euro. C'est ce qu'a suggéré le président Macron. Et puis ici même, on a des pays ou des députés qui voteraient lorsqu'ils font partie d'un pays qui fait partie de la zone euro, et d'autres iraient boire un café pendant ce temps-là. Bon, moi je suis favorable à ce que la Suède adhère à l'euro, sachez-le également. Merci, Ole Schmidt. Ces discussions sont très intéressantes. Bon, je n'étais pas au courant. Vous savez, en Allemagne, on s'intéresse beaucoup à ces questions. Michael McGovern.
Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Dans une certaine mesure, il faudrait savoir pourquoi l'Union européenne et ses institutions n'ont pas été en mesure de tenir compte de la population, des citoyens européens. C'est lié, entre autres, aux parlements nationaux qui, dans toute l'Europe, ont encore le sentiment que le Parlement européen est souvent une plateforme nationale, si vous voulez. J'ai participé à l'intergroupe sur la paix ici au Parlement européen à l'époque, et je pense que c'est un sujet qui devrait nous inquiéter tous. C'est l'acquis le plus important, le projet le plus important dans l'histoire du monde peut-être. Mais lors des discussions, il n'y avait pas beaucoup de monde, en tout cas pas de nombreux députés des deux principaux groupes du Parlement européen. Et on a l'impression qu'ils représentent plus volontiers leur intérêt national chez eux. Les chrétiens démocrates jouent un rôle central, le groupe socialiste aussi. Bon, il n'est pas aussi socialiste que par le passé, mais il y avait une plus grande présence des députés verts et des députés communistes dans cet intergroupe sur la paix ou sur les initiatives européennes au sein du Parlement. Et les députés de la Chambre des communes ou des parlements nationaux ne s'intéressent pas autant aux affaires internationales et aux affaires européennes en particulier. Donc il est un peu étonnant, il n'est pas si étonnant en fait de constater que les citoyens ne sont pas au courant de tout cela. Et c'est notre responsabilité à nous tous. Il faut choisir des candidats aux élections nationales qui ont un vrai engagement vis-à-vis de leur région, mais aussi vis-à-vis des institutions internationales, et ce n'est pas toujours le cas. Madame Theresa May avait dit qu'elle voulait un Brexit d'un certain type, rouge, blanc et bleu, les couleurs du drapeau britannique, et il faudrait vraiment exclure ce genre de discours. Et en tant que citoyen et en tant qu'ancien député, il faudrait continuer de maintenir ces liens internationaux, européens. Moi, je participe à un projet dans ma région, dans le nord de l'Angleterre, 3 universités dans ma région, celle de Leeds. Je fais partie du comité du Centre des études africaines. L'Université de York et l'Université de Sheffield ont mis en place un projet qui bénéficie d'avancées de la recherche universitaire. Et ils ont pris la décision au début de cette année de continuer d'utiliser ce bureau qui existe à Bruxelles, quelles que soient les répercussions des décisions sur le Brexit. Donc, quel que soit le résultat, il faut continuer cette coopération. Et je pense qu'il y a une arrogance un peu trop importante et je pense qu'il faut insister sur les valeurs humaines plutôt que les valeurs européennes. Nous pouvons examiner notre propre citoyenne. Vous savez, dans certains pays, on a des listes nationales. Certains députés européens vivent de manière permanente à Bruxelles. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Merci Heidi. Oui, je vais tenter de garder à l'esprit le temps limité à ma disposition. Jean-Pierre Audy et Michael McGovern ont abordé la question des relations entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Quelle est la place des citoyens? Moi, je suis fier d'être députée finlandaise. Quand la Finlande a adhéré à l'Union européenne, elle a mis en place une structure constitutionnelle et le Parlement national ne renonçait à aucun de ses pouvoirs législatifs. Et ce n'est pas le cas dans les pays que vous représentez. Ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. Et je suppose qu'une des raisons pour lesquelles, une des raisons sous-jacentes pour lesquelles le Brexit a eu lieu et nous a échappé, en fait, j'utilise l'expression
volontairement, c'est précisément parce que la Chambre des communes est très éloignée de l'exécutif pour exercer une influence à Bruxelles. Et pour moi, ce serait vraiment simple, hein, dans la structure européenne. Chaque parlement national continuerait de maîtriser son propre exécutif du point de vue de la législation et des affaires européennes. Et cela ne doit pas émaner du niveau européen, c'est les États membres qui devraient aller dans ce sens. Il y a seulement 3 ou 4 États membres, à ma connaissance, où cela fonctionne correctement. En Autriche, en Allemagne, en Estonie, en Finlande. Y en a-t-il d'autres? Le Danemark, peut-être? Oui, le Danemark était le modèle, c'est vrai. Il nous avait inspiré. Il y a ce Markedsudvalg, le comité ou la commission avant Maastricht chargée du marché intérieur, et ensuite elle s'est étoffée. Bon, adressez-vous à vos parlements nationaux. Il est nécessaire qu'ils aient leurs propres compétences et leurs propres mots à dire en ce qui concerne les affaires européennes. Une dernière remarque pour répondre à Ole Schmidt. Bon, cela a été très intéressant et ces décisions ont été prises et c'est ce que vous dites en fait. La fragmentation est une réalité en ce qui concerne la zone euro. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être attentif à la zone euro. Bien sûr, il y a des pays qui sont en dehors de la zone euro, en dehors de l'union bancaire, en dehors de l'euro. Mais il faudrait s'assurer qu'il y ait un équilibre entre la responsabilité des États membres et leur ambition de respecter ce que nous avons convenu, le traité intergouvernemental, le fiscal compact qui reste intergouvernemental d'une part, et de notre côté la solidarité. Et je pense que cela a créé une division entre le nord et le sud de l'Europe également. C'est un peu lié à cela. Il faut trouver un équilibre. Alors, Hans-Gert. Oui, il y a encore d'autres intervenants. J'ai du temps, dit Madame Hautala. Très bien. Il reste encore 3 interventions. Et si elles sont suffisamment courtes, nous y parviendrons. Martine Buron, Manuel Portal et Henrik Lax. Martine Buron. Oui. Madame la vice-présidente, ma question va concerner un aspect très concret de la politique d'information et de communication, puisque vous êtes membre du groupe de travail qui suit ces projets-là, et vous avez souligné au début de votre intervention ce que nous constatons tous, les anciens parlementaires, le manque criant d'informations de base des citoyens sur la réalité des institutions européennes, ses domaines d'intervention, ses pouvoirs, ses possibilités d'intervention concrètes. Le président de la République française, dont je ne partage pas forcément tous les positionnements politiques, mais dont personne ne peut nier que c'est un Européen convaincu, a lancé, principalement en France, mais dans d'autres pays européens, un processus de consultation citoyenne qui s'est déroulé pendant 6 mois cette année. Et je suis engagée dans une de ces organisations de la société civile qui font la promotion de l'Union européenne et de ses valeurs. Et s'il est vrai que les gouvernements des États membres sont souvent déficients dans leur devoir d'informer sur l'Union européenne, a contrario, il y a beaucoup d'organismes dans la société civile et des collectivités territoriales qui savent ce qu'elles doivent à l'Union européenne et qui font tout de même la promotion, l'information de l'Europe. Ce qui est ressorti, ce qui ressort, en France en tout cas, de ces consultations citoyennes qui viennent de se terminer, c'est d'une part qu'il y a un réel intérêt de la population pour savoir ce qui se passe en Europe, pourquoi ça ne fonctionne pas mieux que cela. Et bien entendu, ça a confirmé qu'il y avait une totale confusion dans les esprits entre ce qui relève des États, des gouvernements des États membres et des pouvoirs de l'Union européenne. Et il me semble évident que c'est instructif
pour la préparation de l'élection, et les personnes qui sont venues participer à ces débats, qui étaient très divers, vont vouloir que la campagne électorale leur donne encore plus d'informations, mais il faudra continuer après un travail permanent. Or, en ce moment, le Parlement européen est en train de débattre du cadre financier pluriannuel, et dans ce cadre, il y a des politiques qui permettent à l'Union européenne de faire un travail d'information, même si les budgets ne sont pas très élevés. Je ne parlerai pas d'Erasmus+, qui est un grand succès et qui va voir son budget doublé, mais il y a un nouveau programme droit, valeurs et justice, avec un sous-programme sur l'engagement citoyen, le programme qui s'appelait jusqu'à présent l'Europe pour les citoyens. Et il a été suggéré, il y a quelques amendements qui se promènent dans le Parlement en ce moment, qu'on consacre ne fût-ce qu'1 euro par citoyen, c'est-à-dire 500 000 euros en gros dans le futur cadre financier pluriannuel, pour faire vivre ce programme qui permet d'animer des jumelages et le travail d'organisations diverses de la société civile. Alors je voulais savoir quel était votre engagement sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame Martine Buron. And I ask the last two speakers. Oui, je demanderai aux deux derniers intervenants d'être synthétiques. Manuel, oui, une question rapidement. Félicitations. Alors, une question très concrète. Vous avez parlé du populisme et du nationalisme, de la mondialisation. Bon, quand on se penche sur l'économie, en 2040, en 2040, la Chine et l'Inde auront 40% du produit intérieur brut mondial. Alors il y a des projections, la mondialisation se poursuivra, l'Asie aura presque 5 milliards d'habitants, l'Afrique en aura 4,4 et nous avons 500 millions de population de personnes aujourd'hui en Europe et il y en aura moins en 2050 ou en 2040 déjà. Donc que se passera-t-il? Merci Manuel. Henrik Lars. Merci Heidi pour cette présentation très cohérente. 2 commentaires très brefs, j'espère qu'ils seront utiles pour nous tous. Tu as commencé par souligner que le Parlement est un forum politique important. Et cela n'a pas été remarqué par les États membres, en tout cas pas suffisamment. Et c'est un point important du point de vue de l'impact que nous pouvons avoir. Bon, l'Union européenne est une expérimentation historique. C'est une expérience en cours. Et il y a des lacunes institutionnelles. J'en indiquerai une. La difficulté pour les citoyens de faire en sorte que leurs représentants soient responsables politiquement. Toute décision législative importante prise ici au Parlement se fait sur la base d'une majorité ad hoc. Donc il est pratiquement impossible pour le citoyen de savoir qui est responsable de quoi. Voilà, merci beaucoup et bonne chance. Oui, ce sont des compatriotes. Allez, une dernière question dans le fond. Merci, une question très brève. Madame Hautala, dans votre description, j'ai vu que vous étiez favorable au référendum. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller dans cette direction-là pour associer les citoyens au projet européen? Merci. Merci beaucoup et les autres questions se poseront tout à l'heure. Martin Buron, je pense que vous avez tout à fait raison parce que en ce moment-ci, on discute vraiment le cadre financier pluriannuel et c'est une opportunité de discuter les objectifs de l'Union de nouveau parce que les défis de l'Europe et du monde et des citoyens sont différents maintenant. Et je pense que les consultations des citoyens par la société civile, les organisations, collectivités territoriales que vous avez discuté sont extrêmement importantes dans ces consultations. Alors, Henrik, dear Henrik, I think
There are now Je crois que actuellement nous disposons de moyens électroniques assez intéressants pour suivre de plus près les résultats des élections, les comportements électoraux. Alors bien entendu, on a toujours les procès-verbaux des votes, etc. Mais actuellement, il est vraiment possible de demander des comptes à son député européen, parce qu'on peut voir exactement comment chaque député a voté, comment a voté un groupe politique, comment a voté une délégation nationale, etc. Et peut-être que cela est également lié à la compétition politique qui prend son essor en situation d'élection. Et en Finlande, eh bien, on a sélectionné un certain nombre de votes clés en réponse à la question de savoir comment votre député européen a-t-il voté. Et on s'est efforcé de le mettre en valeur, non pas en essayant de mettre en difficulté les collègues, mais en illustrant véritablement ce qui s'était passé, en choisissant des votes vraiment pertinents pour dire quels sont les députés européens finlandais qui sont pour la protection de l'environnement et ceux qui sont plutôt contre, quels sont ceux qui sont pour l'avortement, quels sont ceux qui sont contre. Tout ceci a des fins d'information. Je crois par ailleurs que le site Vote Watch est un canal vraiment reconnu et assez respecté pour suivre le travail des députés européens. Alors, vous avez raison de dire que tout ceci est encore un petit peu sur mesure, ad hoc. Votre groupe politique, le groupe ADLE, est encore un peu un faiseur de roi en quelque sorte, parce qu'en fonction du côté duquel il penche, eh bien, il peut se retrouver assez facilement en situation de déterminer la majorité. Alors, Manuel Porto, je crois que votre question portait plutôt sur le caractère géographique. Intervention en micro. Alors, j'espère que c'est quelque chose dont il va être possible de discuter, effectivement. Mais plutôt que de condamner les nationalistes et les populistes, il me semble qu'il est temps de comprendre ce qui les anime, quelle est leur force motrice. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais moi, je crois que c'est intimement lié au sentiment d'être exclu, d'être laissé de côté. Alors, deux de nos collègues, dont M. Malherbe, ont parlé de la dimension sociale et de l'exclusion sociale, et je crois que c'est essentiel, parce que si les gens ont l'impression qu'ils ne font pas partie si les gens ont l'impression qu'ils font partie de la société, eh bien, le risque qu'ils succombent aux sirènes du populisme ou du nationalisme est moindre. Ensuite, comme sur les référendums, comme j'ai suivi l'organisation des référendums en confédération helvétique, où il y a vraiment une culture du référendum bien enracinée, si on prend cela comme référence, eh bien, on voit tout de suite que le Brexit, la façon dont ce référendum a été organisé, c'était quand même une vaste plaisanterie. Pour moi, il n'y a absolument aucune légitimité à cette décision au vu de la façon dont ce référendum a été organisé. Et je ne comprends pas très bien pourquoi l'élite politique britannique semble fermer les yeux sur cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci du temps que vous avez bien voulu consacrer à discuter avec moi. C'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer. J'espère que je vais pouvoir revenir vous voir, mais ce n'est pas mon intention de faire cela en mai, en tout cas.